Oh, joyeux Noël, premier de l'an, bref, bonne fête de fin d'année et bienvenue pour les 3 dernières vidéos de cette année pour la chaîne. Ah bordel, et ça fait plaisir, même si comme d'habitude je suis à la bourre, puisque au moment où je tourne ceci, on est le 28. Ah ouais, vraiment, bah, je suis extrêmement en avance, comme l'année dernière, mais c'est pas grave, parce que oui, j'ai réussi à faire mon classement des meilleurs et des pires films, et bien sûr mon top et flop en matière de jeux vidéo, même si ça a été une année compliquée, j'ai pas vu énormément de films, je crois que j'en ai moins d'une vingtaine, j'ai pas fait énormément de guides d'après-séance, donc ça a été compliqué pour moi de faire un vrai classement, surtout que la plupart des films sont extrêmement pourris. Non mais sans déconner, alors oui, j'ai pas vu le dernier Matrix, etc. Mais quand même, je suis attristé. Et en matière de jeux vidéo, une grosse partie des jeux n'était pas terminée. Et ça me rend malade. Mais sinon, globalement, on va dire que j'ai réussi à bien m'en sortir pour faire ces classements. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à toutes et à tous quand même, bien sûr, des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que l'année 2022 sera bien plus clémente dans tous les domaines, même si malheureusement le Covid sera toujours présent parce qu'il ne partira pas, hein, il partira pas comme ça, ben oui, donc il va falloir s'en accommoder. Mais bref, il est temps d'attaquer pour vous et moi les 3 dernières vidéos de la chaîne Le Guide Killer Show 666 qui ne cartonne toujours pas, et ça fait plaisir même quand on fait du bad buzz. Et il est temps pour nous d'attaquer la première partie, le classement des meilleurs et des pires films. Alors, on va faire un petit peu différemment. En général, j'attaque les 5 meilleurs films, puis après les 5 pires films, ou inversement. Là, on va faire un bon film, un mauvais film. Et on va attaquer tout de suite avec le premier meilleur film. Ce n'est autre que Jungle Cruise. Et oui, cette espèce d'adaptation de La Momie, mais version Disney, et revisitée si on peut dire. Et honnêtement, il m'avait plutôt bien surpris, d'une parce que les effets spéciaux étaient plutôt cool, les espèces de momies, si on peut dire, étaient très réussis, avec des designs parfois même très glauques. Honnêtement, je trouve que c'est un film qui est certes adapté pour les enfants en soi, mais qui a un côté vraiment malsain avec certaines momies, dont celle avec les abeilles qui lui rentrent dans la peau, c'était vraiment dégueulasse. L'histoire était pas folichonne, hein, elle était quand même assez prévisible, bien que surprenante sur certains aspects. Mais moi, honnêtement, le film m'a fait plutôt bien voyager. J'ai passé un beau moment, j'ai pas ri à gorge déployée, mais j'ai réussi à sourire à pas mal de scènes. Les environnements sont plutôt variés. Honnêtement, c'est un bon petit film d'aventure, sans prise de tête, qui, certes, rendra pas forcément hommage au premier film La Momie, très clairement, mais au moins il arrive à nous offrir une aventure qui reste assez basée sur les mêmes aspects avec les malédictions, tout ça, bien qu'il y ait un côté aussi Pirates des Caraïbes, on va pas se leurrer. Mais voilà, je pense que parmi tous les films de cette année, c'est le seul qui a réussi à me surprendre dans les films destinés surtout à un public jeune à la base, bien que sur certains aspects, c'est clairement pas le cas. Le pire film de cette année à la 5e place, Dune. Alors, j'aurais pu le mettre aussi dans les meilleurs films. En soi, le film, c'est pas une merde monumentale. Pour moi, j'ai vraiment pas kiffé, c'est ce que j'avais expliqué dans ma critique. C'est que c'est un film qui, en matière de scénario, ne vole clairement pas haut pour moi. Vraiment, je comprends pas comment on peut trouver ça incroyable. Il y a quelques passages où j'ai pas été transcendé, dans le sens où les mecs ils sont sur une planète aride à la Tatooine, mais encore plus vénère, où si tu t'exposes trop au soleil, bref, tu meurs, littéralement. Et les mecs ils transpirent pas, etc. Alors je sais, ils portent une combinaison qui récolte la transpiration pour en faire de l'énergie, enfin ils peuvent boire, etc. Enfin bon bref, je suis d'accord, mais ça n'empêche que les gouttes sur le front, tu peux pas les supprimer, hein. Je veux dire, la combinaison aspire pas les gouttes directement. Tu transpires obligatoirement du front, de toutes les parties de ton corps. Et là, il transpire jamais. Donc t'as pas la sensation de chaleur, même s'il y a quelques flous au niveau des dunes et autres. Mais t'as pas cette sensation que si tu es exposé au soleil, t'es dans la merde en fait. Et tu ressens jamais vraiment ça. Mais après, sinon, le film arrive à être sympathique, enfin au niveau des visuels, bien que on peut pas vraiment voyager parce que ça reste le désert. Bien que quelques civilisations qu'on va montrer, dont celle énormément portée sur la guerre, là, avec tous les mecs chauves, enfin pas chauves, ils sont pas tous chauves, là, le dirigeant qui est chauve et son collègue là, qui est incarné par le catcheur Bodhisattva, si je me souviens bien. En fait, c'est la seule civilisation que j'ai vue qui m'a donné envie d'aller plus loin dans l'histoire, parce que je trouve qu'elle a un visuel de fou.
quand les mecs ils se préparent à aller se battre, t'as un espèce de chant de guerre avec une voix ultra incroyable, où les mecs ils font des rituels hyper chelous, où ils égorgent des mecs qui ont la tête en bas pour se vider de leur sang, pour après récolter leur sang et faire des marques sur leurs guerriers. J'ai envie d'en savoir plus sur cette civilisation que tout ce qu'il y a dans ce film, et il me laisse sur ma faim. Bref, c'est un film que je considère mauvais, mais qui est pas mauvais en soi. Je sais qu'il y en a qui ont surkiffé, mais moi j'ai vraiment pas réussi, mais je le mets qu'à la 5e place. Parce que si j'avais pris que mon avis personnel, il finissait quasiment premier. Voilà, donc c'était Dune. À la 4e place des meilleurs films, Finch. Alors c'est un film qui m'a un peu attristé parce que je trouve que la relation Finch avec son robot est presque un petit peu trop présente. Alors qu'à la base c'est plus avec son chien que ça aurait dû être mis en avant, pour montrer vraiment cette relation qu'il a avec son chien. On le voit vite fait avec quelques passages, comme par exemple quand il sacrifie sa bouffe pour lui, et la donne à son chien, et il dit à son chien, mais allez, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, et que lui, il se prive, c'est pour ça qu'il est tout maigre, etc. Il y a quelques passages comme ça, mais pas assez accentués, ce qui fait que derrière, quand tu vois la relation qu'il a avec son robot qu'il vient de créer, tu vois que c'est un père avec son enfant qui apprend à marcher, tout ça, il est émerveillé devant son enfant. Et derrière, il essaye de l'éduquer ultra vite parce qu'il est obligé par rapport à certaines situations. Le fait est de devoir se déplacer de son lieu de confort, de prendre des risques, etc. Il sait très bien que c'est une machine qui certes peut apprendre ultra vite, mais qu'il n'a pas pu lui implanter toutes les données. Donc en fait, c'est presque encore un bébé, même s'il va progresser plutôt vite. Ce qui donne des situations un peu problématiques où à un moment le robot va prendre le risque d'aller dans un bâtiment pour aller récolter des ressources parce que Finch est, je sais plus c'est qui s'appelle Finch, est blessé, en tout cas le mec est blessé, ce qui donne une situation dramatique où un de ces robots va se faire piéger et tu sens qu'il y a une relation avec sa machine. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un peu dommage, c'est que cette relation, on aurait dû l'avoir avec le chien, pour qu'après derrière il l'exporte à sa machine, pour que derrière il se rende compte qu'en fait tout l'amour qu'il peut donner à son chien, il doit le donner aussi à cette machine qui apprend, qui est vivante, qui n'est qu'un enfant. Il ne peut pas lui demander de se battre, de se préparer à tous les dangers, parce que c'est encore un enfant. Et voilà, le film a un peu ce cul entre deux chaises, il essaie de créer des liens, et au final c'est juste le lien avec le robot qu'on retiendra, qui marche sans trop marcher, parce qu'elle est mal exploitée, je trouve. Après, les visuels sont assez fous, bien que dommage qu'il n'y ait pas plus de tempêtes. C'est vraiment triste. Et on va pas se leurrer que le coup de la tornade qui soulève le camping-car mais qui détache pas le dernier câble alors qu'il en a détaché 4 en quelques secondes, enfin la tornade, ne marche pas. Moi j'aurais souhaité à ce moment-là qu'en fait la caravane se fasse soulever réellement et qu'après c'est le robot qui protège le mec au dernier moment et le chien, on sait pas comment mais il y arrive, pour que derrière ça tisse encore plus les liens, même si derrière ils se retrouvent à pied, et ça va créer des tensions un peu plus épiques, on va dire. Et là, la relation marcherait, alors que là, en fait, le camping-car reste sur place, on ne sait comment, grâce à un seul câble, ça ne marche pas trop. Mais voilà, franchement, pour moi, Finch a été un très bon film, une très belle surprise, parce que l'histoire est plutôt belle. Elle m'a pas versé une larme, mais j'ai senti quelques tensions émotionnelles au niveau de mon cœur. J'ai le cœur qui s'est un peu serré. Voilà. Donc, Finch à cette 4e place. Et à la 4e place, Black Widow. Alors, Black Widow, c'est pas le film, le pire film Marvel, mais honnêtement, c'est le pire film en choix scénaristique de vouloir mettre du girl power à toutes les sauces, de vouloir montrer ce côté, en fait, les mecs, ce sont des gros porcs. Donc, des mecs qui ne servent à rien, et que c'est la femme, sans elle, il ne survivrait pas. Et on le voit, il y a plein de scènes comme ça où tu as le Captain America soviétique, je sais plus son nom, excusez-moi. On le voit, il est gros, son costume lui va plus, tu vois sa bedaine, etc. D'ailleurs, il est juste incroyable ce personnage, vraiment, il est pour moi le plus réussi, parce qu'on voit, à la base, il est supposé être ultra mastoc, baraqué, comme Captain America, mais la version soviétique, donc ultra patriote, mais à un niveau bien plus élevé qu'America. Et là, tu le vois tout bidonnant, etc. Ça marche vraiment. Sauf que le mec il sert à rien. C'est vraiment, limite, tu le verras avec une chope de bière bourrée, s'en foutre partout, se vomir sur les chaussures
et essayer de se battre tant bien que mal, pendant que sa femme et ses enfants sont à côté pour lui sauver les miches. En soi, je comprends l'idée, alors je sais pas, du scénariste, de vouloir montrer que c'est ça l'image que nous avons, nous, des femmes, en fait. L'image de la femme qui sert à rien, qui est bonne qu'à faire la cuisine, qui est la princesse en détresse, enfin, ou la reine, enfin, comme vous voulez, mais en gros, cette fille qui est en détresse, et que seul l'homme peut la sauver de toutes les situations, alors que même si elle est dotée de pouvoirs, etc., elle ne saura pas les exploiter, donc il faudra toujours quelqu'un pour la sauver. Dans l'idée, je peux comprendre. Le souci, c'est que de montrer cette image inverse, est pour moi un peu problématique parce qu'en ce moment, t'as beaucoup de girl power, on l'a vu dans Avengers, etc. Des scènes où on met énormément de femmes en avant pour faire des combats inutiles alors qu'il y a des hommes à côté. Pour moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de montrer que les femmes sont autant utiles que les femmes, avec justement le Captain America soviétique qui arrive à se sortir de situations compliquées, et quand derrière il veut sauver justement les femmes se sont sorties aussi bien que lui, voire même plus rapidement que lui. Et là, ça aurait marché, parce qu'on aurait vu un équilibre. En fait, là, on montre tous les travers que l'homme pense des femmes, et en fait, ça n'aide clairement pas, parce que du coup, ces gens qui se prennent pour les machos, etc., et que la femme mérite d'être uniquement à la cuisine, vont se sentir attaqués, ils vont encore plus cracher sur la femme en disant « Ouais, elles se prennent pour des guerrières, etc. » alors que c'est pas du tout le cas, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai, parce que c'est n'importe quoi, le Captain America n'aurait jamais dû se retrouver dans telle situation où n'arrivait pas à s'en sortir. Enfin, je veux dire, le mec, il tape dans le mur, il explose le mur, comme Captain America presque. Or là, il a besoin d'une femme qui peut arriver à hacker le système. C'est complètement con, en fait. C'est dommage. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de problèmes, mais au-delà de ça, le scénario est... C'est dommage, il met pas si en avant Black Widow, je trouve. Ses liens familiaux sont inintéressants au possible, ça ne marche pas très bien, surtout avec sa sœur, si on peut dire, qui l'agresse et qui au final va l'aider. Enfin, le revirement de situation est nul. De voir la société secrète qui a créé, si on peut dire, Black Widow, un petit peu comme l'agent 47 dans Hitman, c'est un peu la même chose. Et là aussi sous-exploité en mon sens, même si on comprend leur délire de vouloir créer les guerrières ultimes, les assassins ultimes, parce que forcément la femme peut facilement se glisser partout, on s'en méfie pas. Ça c'est une véritable, ça c'est une image réelle. Beaucoup d'hommes se méfieraient même pas d'une femme, ils la verraient comme un objet de désir et donc une proie facile à capturer pour faire moult choses, alors que si c'est une assassin entraînée, va encore plus facilement te tuer. On l'avait vu aussi dans Mr. and Mrs. Smith, si vous vous souvenez, avec Angelina Jolie qui montrait énormément de scènes où en gros elle utilisait ses charmes pour s'approcher de ses proies et derrière les buter encore plus facilement, alors que le mec c'est un peu plus difficile parce que à moins d'être un Don Juan, ce que je ne suis pas, il va falloir user de beaucoup plus de sournoiserie, on va dire, pour s'approcher de sa cible. Donc c'est ça qui est intéressant, mais je trouve que le film le fait beaucoup trop mal et il l'exploite pas super bien, et en plus ces scènes d'action sont clairement pas mémorables, les effets spéciaux sont plutôt dégueulasses, surtout celle de l'avalanche au niveau de la prison, on va suivre où ils vont sauver le Captain America soviétique. Désolé de le nommer comme ça, je me rappelle plus de son nom, alors que je le vois et que je le connais en plus, parce que l'avoir vu dans pas mal de comics, mais je me souviens pas de son nom. Mais le soviétique, au gros bidou, mais voilà, bref, ça reste un film nul, un des pires Marvel que j'ai vu depuis quelques temps. Mais en même temps, il fallait s'en douter, c'est un film qui a été... Mais je crois que si, c'est réalisé par une femme et écrit par une femme. Donc du coup, elle veut mettre en avant les femmes, mais pour moi, elle le fait d'une mauvaise manière. Elle cherche pas l'équilibre, et elle cherche juste à montrer, voilà, nous aussi les femmes, on peut vous mettre à votre place les hommes, donc ça veut dire derrière la cuisine, où vous aurez besoin de nous, etc. Mais bien sûr qu'on a besoin des femmes, mais dans un juste équilibre. Parce que sinon, vous allez créer plus de haine et de tension et ça ne marche pas. Et en plus, le film a été beaucoup pointé du doigt parce qu'il devait sortir à la base uniquement sur la plateforme de Disney+. Non, au cinéma, pardon. Non, voilà, c'est ça. Il devait d'abord sortir uniquement au cinéma. Sauf qu'ils l'ont sorti aussi sur Disney+, qui a causé problème entre Scarlett Johansson et Disney. Parce qu'à la base, elle voulait pas récolter son cachet. Enfin, pas autant d'argent qu'elle aurait dû récolter. Pour permettre à ce que les salles de cinéma puissent profiter enfin d'un film
qui pouvait attirer du monde dans les salles à cause du Covid. Et malheureusement, comme Disney a décidé de mettre le film sur Disney+, peut-être que les ventes ont été beaucoup moindres, donc les salles de cinéma ne se sont pas vraiment retrouvées avec ce film, alors que ça aurait pu aider, vu que c'était un gros blockbuster d'été. Mais ça n'a pas marché comme ça. Et nous continuons à la 3e place des bons films, et je sais que vous allez être surpris, The Suicide Squad. Et oui, la suite du pire film d'ici, en mon sens, Suicide Squad. Et bien la suite est juste meilleure en fait sur tous les aspects. C'est un des films que je sais que je reverrai avec grand plaisir dans les films d'ici, avec entre autres Batman vs Superman, ou un autre film que je ne cite pas pour l'instant. Et franchement, il m'a surpris dans tous ces aspects. Ça veut dire qu'il arrive à nous montrer le gore et la violence de cette équipe, qui est supposée être une équipe de méchants qui ne se prend pas la tête, qui doit tuer en masse pour sauver le monde, si on peut dire. Et derrière, l'humour. C'est très difficile d'arriver à montrer du gore et de l'humour, et là il y arrive. En plus de ça, le film se débarrasse de protagonistes qui ne servent à rien, et d'une manière épique comme Captain Boomerang, le mec qui sert littéralement à rien et qui meurt dès les premières minutes du film. C'est à mourir de rire. Franchement, le film m'a fait beaucoup rire. Attention, hein, il n'est pas parfait. Hein. Déjà, le scénario ne marche pas. Je veux dire, on a énormément de personnes qui n'ont pas de pouvoir spécialement, qui sont juste douées, comme par exemple Harley Quinn, elle est juste énormément douée avec son corps pour se mouvoir, faire des figures, etc. Mais elle n'a pas de pouvoir. Donc tu l'as fait affronter une énorme étoile de mer qui vient de l'espace, qui a des pouvoirs, qui peut se démultiplier. Normalement, il faut la Justice League. Et pourtant, Harley Quinn et les autres compères de la Suicide Squad, des bras cassés, vont devoir l'affronter et se sortir d'une situation compliquée. Alors certes, parmi eux, il y en a qui ont des pouvoirs, dont celui qui a des petits pois sur son visage, qui apparaît au fur et à mesure du temps, et qui après peut les balancer sur les gens, et en gros ça détruit la matière, toute matière, ça les... Et le mec en fait au final ne servira à rien, à part nous créer des scènes un peu dégueulasses, surtout quand il vomit tous ces pois là, c'est dégueulasse. Derrière ils essayent de faire en sorte de créer une émotion chez le spectateur, en essayant de développer les personnages, comme par exemple celui qui crache les pois, en nous expliquant son passé avec sa mère qui est... On sait pas trop en fait, j'ai toujours un doute. Est-ce que sa mère était violente, ou est-ce que sa mère avait un comportement déplacé sexuellement? Parce qu'à plusieurs reprises, tu le vois qui fantasme sur elle, au point qu'il en est traumatisé, mais tu sais pas si c'est parce qu'elle était ultra violente, etc., ou si c'était autre. Bref, il y a beaucoup de scènes assez glauques. Harley Quinn est toujours... elle est toujours sublime. Hein. L'actrice, c'est... ah mince, bon, excusez-moi. Margot Robbie. Voilà. Elle est juste... Enfin bref, c'est pour moi la meilleure Harley Quinn, et il me tarde de la revoir dans d'autres films, en tant qu'Harley, parce qu'elle est juste... Enfin, elle a le physique, elle a le visage, il y a tout qui fait une bonne Harley. Là, je trouve que l'écriture est beaucoup mieux que celle dans le premier Suicide Squad. Ça reste... pas parfait, mais pour moi bien au-dessus largement. Bref, hein, je pourrais en parler des heures, parce que le film a énormément de bons points comparé à l'autre. En fait, c'est ça, c'est que si je le mets dans ce classement des meilleurs films, bon, parce que d'une, j'ai pas vu beaucoup de bons films cette année. Je rappelle encore une fois, je fais un classement par rapport aux films que j'ai vus, dont j'ai fait la critique. Et ce Suicide Squad se place très bien, parce qu'il m'a diverti. C'est un bon film de super-héros. C'est un bon film de la Suicide Squad. On pourrait faire mieux, mais pour l'instant, il reste largement au-dessus. Il arrive à me faire rire, il est violent. Là, enfin, c'est ce que je veux chez DC. Cette violence, ce gore, il faut aller dans cette direction. Et vous verrez que tous les films DC seront largement meilleurs que toutes les boosts qu'on a pu avoir, comme The Suicide Squad ou un certain Justice League. Bref, voilà qui conclut ce troisième des bons films. Et on attaque et on enchaîne avec le troisième pire film. Et là, je sais que je vais me mettre à dos une grande partie des fans, mais je suis obligé. Kaamelott. Et encore, il se trouve qu'à la 3e place. Mais oui, pour moi, c'est une catastrophe ce film. Il ne rend pas hommage à Kaamelott, la série. Et c'est dingue parce qu'Alexandre Astier, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Alors je sais, les derniers chapitres, donc les derniers livres si on peut dire, de la série Kaamelott, avaient beaucoup de surprises sur sa longueur. On avait plus ces sketchs ultra courts, mais on avait
limite des films. Et on sent qu'il s'est essayé à cet art avant de faire son premier film, enfin son premier film dans le sens Kaamelott. Du coup, il s'est essayé. Et ça avait pas mal divisé les fans déjà à l'époque, qui beaucoup préféraient les premiers livres, les premiers tomes, beaucoup plus sketch, où on avait un premier sketch qui durait quelques minutes, puis après on changeait, puis les transitions ont changé, etc. Parfois, il y en avait qui duraient plus ou moins longtemps, mais en tout cas, c'était assez court et digeste. Alors que là, bah, un film d'une heure et demie, c'est plus dur à tenir avec des sketchs de Kaamelott. Et c'est ce qui fait que ce film est pas bon, parce qu'il ne fait pas rire. Je veux dire, de voir les Burgondes en clown, en train de danser pour faire finalement la guerre, c'est pas drôle. Par contre, quand t'as le chef Burgonde qui vient à la table avec Arthur, tu as un sketch de quelques minutes où tu vois le Burgonde totalement déglingos, qui pète, qui fait Arthur, cuillère, parce qu'il essaye de communiquer, c'est drôle. De voir pendant 10-20 minutes les Burgondes en train de danser avec le chef Burgonde qui est dans une tenue totalement ridicule, ça ne fait pas rire. Ou en tout cas, ça peut prêter à sourire pendant les 1 minute, 2 minutes, mais étiré, ça ne marche pas. Et en fait, c'est ce qu'on remarque, c'est que Kaamelott, dès que tu l'étires, ça perd de son humour, ça perd de son charme. Après, l'histoire peut être intéressante, mais pour moi, elle a trop de problèmes sur le fait que Arthur change trop vite de... On va dire, il passe de « je veux pas être roi » à « ok, je reprends les rênes » sans vraiment aucune justification. Il y a quelques moments où tu le vois prendre conscience que s'il laisse Lancelot au pouvoir, son royaume qu'il avait va s'écrouler, puisqu'il entend que Lancelot tue des enfants, etc. Mais c'est pas montré. On voit vite fait son visage en mode choqué, mais pas plus que ça. Et c'est ça, c'est qu'on montre peu finalement comment Lancelot a dirigé son pays, enfin le pays, et comment il exploite les paysans, etc. C'est trop peu montré, on voit pas l'état de... Moi je pense qu'il aurait fallu construire tout un village, de le montrer sous l'ère d'Arthur, et que derrière, quand Lancelot prend le pouvoir, tu vois au fur et à mesure du temps que Arthur va devoir revenir au pouvoir, se détériorer, de montrer la pauvreté qui s'installe, de montrer la haine des paysans, de montrer aussi que... alors certes, on va pas montrer des enfants être pendus, etc. Mais au loin, montrer et le faire comprendre qu'effectivement, il y a un problème. Et inversement, de montrer Lancelot qui, quand il récupère le pouvoir, il est riche, il est là en mode « Ok, c'est moi », il est coloré, vous voyez. Et qu'au fur et à mesure du temps, que sa mission du Graal n'avance pas, parce qu'il est entouré de clampins, ou en tout cas de gens incompétents, qu'il est en train d'exécuter au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'il essaye de retrouver certains chevaliers qui ont déserté sous son aire, et donc il veut les exécuter pour se venger quelque part. Que derrière, tu vois la couleur du château tomber de coloré à gris, voire sombre, comme on le voit dans tout le film, et son costume changer, de passer d'un espèce de chevalier flamboyant avec une énorme armure, grosse épée, bref, conquérant, et de le voir avec son espèce de chapeau ridicule pour montrer qu'il est totalement détruit, sans âme, et qu'il est mort intérieurement, parce qu'en fait, il vient de réaliser que la tâche d'Arthur, en fait, il peut pas, personne peut. Il n'y a qu'Arthur qui arrive à supporter ses clampins. Il n'y a qu'Arthur qui arrive tant bien que mal à gérer le royaume financièrement et tout, même s'il y a souvent des problèmes d'argent, mais il y arrive tant bien que mal, alors que Lancelot, lui qui pensait être meilleur et au-dessus de lui, n'y arrive pas, et donc il devient déprimé, au point que quand il arrive, au moment de capturer Arthur, mais que les gens le laissent filer, entre guillemets, parce que ils n'ont pas surveillé, etc., c'est là où il tombe totalement en dépression, qu'il fait n'importe quoi, qu'il donne des terres, qu'il envoie son armée à la mort, que quand il voit les Burgondes attaquer, il est en mode... Il abandonne en fait. Et que quand Arthur se montre à lui, toute la haine qu'il a envers Arthur, mais en fait toute la haine qu'il a envers lui-même, d'avoir abandonné son roi et d'avoir voulu prendre sa place, le rend fou. Et donc il attaque Arthur. Et là on a un vrai combat épique, où on a un vrai duel bien chorégraphié, même si, ok, on parle d'Alexandre Astier, bon, il est plus tout jeune, ou même de l'acteur qui incarne Lancelot. D'accord, mais mine de rien, un vrai combat d'épée, là, ça aurait marché. Le film aurait été largement meilleur sur tous les aspects. Mais non, le film veut garder ce que fait Kaamelott. Donc des sketchs, de l'humour
qui marche sur plusieurs minutes, enfin pendant quelques minutes, mais pas étiré, comme avec le jeu du Pays de Galles de Perceval, où il explique des règles. Dans la série, ça marche parce que c'est ce qui nous fait rire. On n'a pas besoin de voir le jeu tourner. Hormis vite fait un lancer de dés, puis tu vois les têtes des gens en mode j'ai réussi, et là t'as Perceval qui fait mais non, et là mais pourtant enfin tu vois, c'est ça, l'incompréhension fait rire, surtout l'explication des règles, mais quand tu vois le jeu se dérouler devant nos yeux, ça ne marche pas. C'est dommage, mais Kaamelott aurait pu être bien meilleur, mais on remarque qu'au final, si t'es bon pour écrire des sketchs, tu n'es pas forcément bon pour écrire tout un film. Et pour moi, ce Kaamelott est vraiment mauvais. Et c'est pour ça qu'il est à cette 3e place. Mais encore, il aurait pu finir bien plus bas. Mais vous inquiétez pas qu'il y a largement plus mauvais que Kaamelott. Et à la 2e place des très bons films, nous avons Godzilla versus Kong. Oui, le plus gros divertissement pour moi de cette année. Il m'en a mis plein les yeux. Enfin, franchement, j'ai surkiffé. D'une, parce qu'on voit Godzilla, on voit Kong, et on voit Mecha Godzilla, bordel. Mais oui, c'était juste incroyable. Les effets spéciaux sont juste fous quand on a ces 3 créatures en train de se battre en même temps. C'est hyper violent. De voir aussi, on va dire, la planète, ou en tout cas l'univers d'origine de Kong est hyper intéressant. Après, ça vole pas haut, c'est ultra prévisible, il n'y a pas d'effet de surprise, mais putain, mais je reverrai ce film encore et encore juste pour le combat final avec Mechagodzilla, avec Kong, avec Godzilla. C'est juste épique, c'est destructeur, et c'est ce qu'on veut dans ce type de film avec des kaiju, si on peut dire, de la destruction de masse, où on sait qu'il y a des milliers de morts, on va pas les montrer, enfin des centaines de milliers de morts, on va pas les montrer, mais c'est ce qu'on veut voir. Et c'est pour ça que moi je trouve que ce Kong versus Godzilla fonctionne. Surtout quand derrière, ils doivent s'allier pour affronter le Mechagodzilla. Moi, c'est un de mes plus gros divertissements de cette année. Il m'a plus que marqué en bien. Je l'attendais beaucoup et j'étais pas déçu. On aurait pu faire mieux, hein. Mais franchement, il marche. Il est divertissant. Ça enchaîne. Il n'y a pas trop de blabla. Même si, effectivement, on pouvait éviter quelques passages avec, entre autres, la gonzesse qui va essayer de découvrir la vérité et tomber donc sur Mechagodzilla. On n'avait pas besoin de ça. On pouvait largement l'amener d'une autre manière. Mais pour moi, c'était cool. Et honnêtement, il en fallait pas plus. À la limite, peut-être un bestiaire un peu plus développé. Mais sinon, globalement, moi, c'est un grand oui pour le revoir. Et c'est pour ça que je le mets à cette 2e place. Vous l'attendez, les 2 premiers, hein, les 2 premiers pires films. Et on va commencer à cette 2e place avec Mulan. En live action, je précise. Et oui, quand Disney décide de sortir toute sa panoplie d'anciens dessins animés et qu'on en fait des films live action, ça donne le pire et très souvent le médiocre. Et Mulan est pour moi le pire film en live action de Disney. C'est une merde monumentale qui ne rend déjà même pas hommage au Disney, mais qui ne rend pas hommage à Mulan tout court. La meuf naît avec un pouvoir qu'elle doit cacher. Et ce pouvoir, vous savez ce que c'est ? Ça lui permet de courir sur les murs pendant quelques secondes, de faire des sauts un peu plus hauts et encore, d'être plus agile en gros. Voilà. Un pouvoir qu'elle doit cacher, hein. L'agilité, messieurs, dames. Bravo! Wouhou! Alors qu'on aurait pu essayer d'exploiter un peu mieux ce concept de pouvoir intérieur qui la rend supérieure, qui fait d'elle une guerrière puissance 1000 qui, en fait, elle peut affronter 10 000 hommes, va les tuer, quoi. Enfin, en tout cas, va les battre. Mais non, là, c'est juste parce que tu la vois agile quand elle est petite et on t'explique qu'il faut qu'elle se cache. Voilà. Après, forcément, vous vous souvenez que la scène la plus mémorable, c'est quand elle va se couper les cheveux et devenir presque un garçon pour cacher sa féminité. Alors si, dans le dessin animé, ça marche, parce qu'au niveau des traits des visages, c'est vrai que Mulan a un visage qui peut se camoufler un peu de manière, certes, masculin, mais efféminée. Là, dans le film, on voit que c'est une femme, hein. Tu peux plisser les yeux, hein. Vous pouvez être bridé, hein.
ça se voit quand même. Donc du coup, ça marche pas. Les scènes où, comme par exemple quand elle va se baigner, ou elle doit cacher avec une serviette, tout ça, enfin, donc sa féminité, là, ne marche pas. La relation qu'elle a avec les autres guerriers ne marche pas non plus. Les musiques sont nulles. Le combat supposé être épique entre les deux armées, ridicule. T'as l'impression qu'il n'y a même pas une centaine de soldats dans chaque camp. Alors que d'habitude, quand on parle d'une telle production, même si c'est Disney, hein, dans les pays asiatiques, quand on fait des combats d'armée, on appelle au moins plus de 10 000 figurants. On n'a pas peur d'en embaucher, bon, parce qu'on paye ça d'une bouchée de pain, hein, on leur file un petit morceau de pain, les gens sont heureux, mais ils tournent dans un film. En général, il y a un nombre qui fait qu'on a l'impression d'avoir une véritable armée. Et c'est pas des effets spéciaux, c'est des vrais gens. Alors que là, tu regardes avec les caméras qui dézooment bien pour te montrer l'épicness du combat. Regardez ces centaines de figurants. Wouh! Regardez cette énorme avalanche qui tombe en effets spéciaux dégueulasses. Bref, c'est les effets spéciaux, tout ça. Et puis, pour moi, le pire, je crois, la pire scène qu'il y a pu avoir dans Mulan, c'est avec la sorcière à la fin, quand elle se sacrifie pour protéger Mulan de la flèche tirée par le grand méchant. La sorcière, qui a des pouvoirs de transformation, des pouvoirs de fou, qui pourrait repousser la flèche d'un coup de main avec un pouvoir, décide de se sacrifier. Alors, l'image aurait pu fonctionner si on avait vu que la sorcière, en fait, est juste mal, de tout le mal qu'elle a causé, de tous les gens qu'elle a tués, parce qu'elle voulait juste trouver quelqu'un qui l'accepte telle qu'elle est, parce que sa différence, le fait est que ça soit une sorcière, mais c'est un peu comme si elle avait un handicap ou une maladie qui fait que les gens la repoussent. J'aurais pu comprendre si ça avait été mieux exploité, sauf que là, elle passe du tout au tout, d'un claquement de doigts en mode je veux tuer tout le monde, j'aide les méchants parce que je suis méchant, mais quoi qu'il arrive, je vais les manipuler pour derrière m'en servir, pour derrière voir Mulan, faire un fight avec elle et se dire mais en fait, c'est elle qui a raison. Et donc, je me sacrifie. D'une, pour me faire pardonner et payer mes méfaits. Non, ça marche pas, en fait. Enfin, bon, bref. Mulan, on pourrait en parler pendant 1000 ans. Ce film est une merde. Disney a fait vraiment de la merde avec. J'ai du mal à croire qu'ils ont pu accepter ça. Alors, je sais que c'est pour le marché chinois. Très clairement. Mais quand même, je veux dire, le dessin animé, pourquoi vous n'avez pas fait comme le dessin animé? Refaire exactement la même chose. Et juste mettre du budget sans les effets spéciaux. Et bon, ben Mouchou, quelque part, tant mieux que Mouchou, hein. Parce que, bon, vu la qualité des effets spéciaux, ça aurait été juste une catastrophe. Mais quand même. Bref, Mulan, l'un, si ce n'est même le pire film de cette année, mais il fallait en mettre un numéro 1 et vous verrez qu'ils méritaient, enfin les deux méritaient cette place, hein, je vous rassure, ils méritaient totalement cette place. Mais on va d'abord attaquer avec le numéro 1 des meilleurs films. Et j'ai un peu triché parce que on l'a déjà tous vu, mais pas cette année. Mais il fallait rendre hommage à Snyder. Parce que oui, en numéro 1, ce n'est autre que Justice League, la Snyder Cut. Pourquoi je le mets à cette première place et au final j'aurais pu mettre Godzilla et lui à la deuxième, ou voilà. En fait, c'est parce qu'on découvre avec ce film à quel point quand un studio décide de massacrer ton film, ça donne l'un des pires, si ce n'est même le pire film, pas de l'année dernière, mais je ne sais plus quand il est sorti, Justice League, qui avait traumatisé les fans de la Justice League, et même de l'univers des super-héros, de se dire que DC avait juste un bijou entre les mains. Et qu'heureusement qu'on a l'amour des fans et l'amour d'un réalisateur qui se sont battus pendant des années pour faire sortir la Snyder Cut. Et qu'on découvre enfin la véritable vision du réalisateur, du scénariste, etc. Attention, hein, ça reste toujours pas un chef-d'œuvre parfait. Mais on a, à mon sens, l'un des meilleurs films d'ici de tous les temps. Parce qu'on a un bon scénario, on a un vrai méchant et pas ridicule, on a une vraie raison pour que ce méchant se batte
Et pas juste récupérer des cubes pourquoi en fait. Et quand on découvre la vérité, on fait mais putain, mais oui, ça a du sens. Parce qu'il préparait un plus gros méchant. Qu'on voit enfin. On a de véritables raisons pour que cette Justice League se batte. Les combats sont épiques. Il y a une montée en tension. Tous les héros sont mis en valeur. Et pas juste des comic relief comme avec Flash. Bien que les touches d'humour étaient plus intéressantes, je trouve, mieux exploitées pour Flash. Parce que comme par exemple quand Flash récupérait Wonder Woman qui tombe dans le vide et qui la tient dans ses bras. Et puis qu'après, grâce à sa vitesse, la remet en place en mode... C'était drôle, vous voyez. Il y avait des petites touches d'humour qui auraient pu rester, mais qui là disparaissent. Mais sinon, globalement, pour moi, oui, Justice League est bien meilleur sur tous ces aspects. Snyder avait une vision, et si ce film aurait été sorti le jour de la sortie de Justice League la première fois, le film aurait été un carton planétaire. Et je pense que derrière, on aurait eu un Justice League 2 depuis très longtemps, ou alors plus de films avec Snyder derrière. Sauf que malheureusement, les mecs n'ont pas cru en son travail. Ils ont préféré sortir une bouse qui a été un échec commercial et un échec critique monumental. Il est considéré comme l'un des pires films d'ici, même le pire film de super-héros. Hein. Avec Justice League, avec Suicide Squad. Mais là, Snyder nous sort un excellent film. Et la scène post-générique aussi, à la fin, où on voit Batman avec le Joker Jared Leto. Encore une fois, le problème n'est pas Leto, hein, l'acteur, mais bel et bien le Joker qu'ils veulent en faire, bien que là, on reste sur quelque chose de moins bling-bling, mais qui marche pas trop, je trouve. Mais surtout qui a annoncé un combat épique dans un monde post-apo entre... un semblant de Justice League avec Suicide Squad, parce qu'on a les méchants et les gentils ensemble, donc on a Justice Suicide Squad, hyper intéressant dans l'idée, affronter Dieu, littéralement Dieu, et qu'on allait découvrir pourquoi Superman s'est retourné contre l'humanité, et on comprend que c'est à cause de Lois Lane. Mais peut-être que Batman a tué, ou a laissé mourir, mais en tout cas il est sûr d'une chose, c'est que ça aurait annoncé un film ultra violent, ultra sombre, mais ultra badass. Malheureusement, je pense qu'on n'ira jamais le droit. Mais c'est pour ça que je préfère et que je veux mettre ce film Justice League Snyder Cut en première place parce qu'il annonçait du lourd. Il montrait l'amour d'un réalisateur et de plein de personnes derrière ce film. Et qu'il montre ce qu'a voulu faire derrière un studio. Vouloir faire du profit sans comprendre que pour faire de l'argent, il faut forcément laisser le réalisateur s'exprimer et d'accepter son travail, même si peut-être qu'on aurait pu couper 2-3 choses forcément par rapport à la longueur. Le film a duré presque 3 heures, donc je comprends qu'il faut couper, mais pas détruire tout le travail, parce que du coup, nous avons eu le droit à un Justice League de merde, le pire film, et nous avons ici le Justice League, l'un des meilleurs films. Donc c'est pour ça qu'il mérite très clairement cette première place. Et il est temps de terminer ce top et flop, si on peut dire, du cinéma, avec à la première place des pires films, même si Mulan aurait pu y terminer, Venom 2. Je comprends pas. Je comprends pas comment on a pu passer du premier Venom, qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais qui était divertissant, drôle, qui mettait en avant Venom, qui avait réussi à construire une base, en tout cas solide, pour aller sur des suites potentielles exceptionnelles, avec quelque chose de peut-être un poil plus violent et plus visuel au niveau des morts, même qu'on ne peut pas montrer forcément des têtes découpées, mais je pense qu'ils auraient dû partir un petit peu dans ce sens-là, et de nous offrir un excellent Venom 2 avec Carnage. Et là, il n'y a rien. Mais il n'y a pas d'humour, c'est pas épique, c'est long, on ne comprend rien. Pourquoi Carnage est là? Pourquoi Carnage veut tuer son père? Comment se fait-il que Venom est le père de Carnage? Ça manque d'explication. Ça manque réellement de scénario. Ok, les films de super-héros, de super-vilains, tout ça, ne volent jamais rarement haut, vu que c'est tiré de comics. Mais tu peux quand même intégrer un peu de background et de lore
à tout ça pour nous permettre de comprendre pourquoi Carnage veut affronter Venom. Parce qu'il y a longtemps, tout ça avec des flashbacks, etc. Et à ce moment-là, de montrer un combat ultra épique entre Carnage et Venom. Sauf qu'on n'a rien de tout ça. En plus, le méchant qui va donner naissance à Carnage ne ressemble à rien. Le surjeu est omniprésent, bien que ça peut fonctionner par moments, mais voilà. On s'ennuie. Et je ne vais rien dire de plus, parce que ce film est à l'image de tellement de choses aujourd'hui dans le monde du cinéma, où les studios n'en font qu'à leur tête, n'écoutent pas ce que veulent les fans, ou n'écoutent clairement pas pourquoi les fans ont apprécié le premier film. Et eux, au lieu de prendre ce qui a marché dans le premier film, préfèrent tout bâcler, enchaîner, pour avoir un film plutôt court, mais qui est rapide et nerveux, alors qu'en fait, il est mou, inintéressant, pas drôle, et surtout, mais le combat entre Carnage et Venom est presque bien réussi, bien filmé, mais ça manque d'une réelle, d'une réelle raison. Parce que pour moi, c'est juste parce que c'est deux bestioles qui se détestent, pour aucune raison, mais c'est juste parce qu'elles sont différentes. Du coup, elles s'affrontent, et à la première qui gagnera. C'est naze, mais bref, je vais pas dire grand chose de plus. Venom 2, si vous vous posez la question de pourquoi c'est mauvais, juste regardez-le et vous allez comprendre. Il n'y a rien qui va dans ce film. Il y a absolument rien qui va. Mais au moins, j'aurais ri quand Venom a quitté le corps de son hôte pour casser la moto. C'est le seul moment où j'ai ri. En tout cas, il est sûr d'une chose, c'est que Venom 2, c'est une merde qui méritait bel et bien sa première place des pires films de cette année 2021. Et bien voilà qui conclut mon petit classement. Alors, je rappelle encore une fois, j'ai pas vu tous les films, du coup je peux pas vraiment faire un classement où je pourrais pu mettre Matrix parce que je l'ai pas vu, ni Spider-Man, je sais pas ce qu'il vaut. J'en ferai des critiques certainement quand je les verrai, même si c'est tardivement, mais pour vous donner mon avis. Mais il est sûr d'une chose, c'est que cette année a été pour moi une catastrophe en matière de films. J'en ai pas vu des masses malheureusement, vu que je suis pas vacciné, du coup je peux pas aller au cinéma. Attention, je critique pas, mais je critique plutôt la qualité des films que j'ai pu voir, parce que effectivement, tous les films que j'ai vus, globalement, sont très médiocres. Il y a eu très peu de très bons films. Et ça m'inquiète un peu pour le cinéma qui tourne un peu en rond, qui veut juste surfer soit sur ce qui marche, soit revenir sur de vieilles licences. On l'a vu avec Maman, j'ai raté l'avion, qui a refait un film, un troisième opus, what the fuck, ou là, Matrix 4. Alors j'espère que je vais réussir à l'apprécier, mais ça m'inquiète, ou encore, on l'a vu avec Dune, hein, c'est tout simplement un vieux film qui ressort maintenant, enfin par rapport à... Alors ok, Dune, il n'y a pas eu énormément d'adaptations, mais c'est quand même inquiétant, et sachant qu'il est supposé avoir une suite à Dune, supposé avoir une suite à Camelot, il y a normalement un nouveau Jurassic Park qui va sortir, ça fait très peur. Vraiment très très peur, mais bon, bref, nous verrons bien si cette année 2022 sera plus intéressante en matière de cinéma. Il est temps pour moi de passer au classement jeux vidéo, donc pour ceux et celles qui s'intéressent, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Pour les autres que ça n'intéresse pas, eh bien je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et une bonne année 2022, ou en tout cas bien meilleure que 2021. Ciao ciao.